Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Écoutez-moi une seconde. Vous êtes assise dans une salle de réunion. Vous venez de faire une présentation pour un emploi que vous voulez vraiment. Vous avez étudié pour ça pendant des semaines. Vous parlez français, vous pensez que vous êtes prête. Mais à la fin, le responsable dit simplement « Merci. Nous allons appeler quelqu'un d'autre. » Et vous savez que ce n'est pas parce que vous n'étiez pas bonne, c'est parce que vous n'êtes pas française. Bonjour et bienvenue sur Français avec moi. Je suis tellement heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Vous allez écouter l'histoire d'une femme qui est arrivée en France pleine d'espoir, qui a travaillé plus dur que quiconque, qui a donné tout ce qu'elle avait, mais qui s'est heurtée à quelque chose d'invisible et très réel, le plafond de verre d'être étrangère. Cette histoire ne finit pas comme les films hollywoodiens. Ce n'est pas une happy ending magique, mais c'est une histoire vraie. Et à la fin, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel sur le courage, sur l'appartenance et sur la personne que vous devenez quand vous êtes loin de chez vous. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que cette histoire pourrait changer la façon dont vous voyez votre solitude. Elle s'appelait Amara. Elle avait 26 ans quand elle a quitté son pays pour la première fois de sa vie. Elle parlait français depuis le lycée. Elle était une excellente étudiante. Elle avait un rêve, travailler dans le marketing international, voyager, construire sa propre entreprise un jour. Elle a trouvé un master à Paris, dans une université prestigieuse. Ses parents ont beaucoup sacrifié pour payer les droits d'inscription. Elle a promis qu'elle réussirait, qu'elle leur rendrait fière. Elle est arrivée en septembre. Le premier jour, elle a marché dans les rues de Paris et elle a pleuré de joie. C'était magnifique. Les monuments, les gens, les cafés. Elle s'est imaginée vivant ici pendant 2 ans, puis trouvant un travail brillant, puis devenant quelqu'un. Mais septembre en France, c'est différent qu'ailleurs. Le froid arrive très vite. Et pas juste le froid de la température, c'est le froid des gens. Partie 2, les premières semaines. À l'université, elle s'assied à côté de ses camarades de classe. Elle dit bonjour, ils disent bonjour, puis ils commencent à parler entre eux. Vite, avec des expressions qu'elle ne comprend pas, des blagues qu'elle ne saisit pas. Elle essaye de participer, elle lève la main en cours, elle donne une réponse, c'est correct. Mais quand elle parle, il y a ce silence minuscule. Puis quelqu'un d'autre parle, et la conversation continue sans elle. Elle se dit « Ce n'est rien, c'est normal, je dois juste m'adapter. » Mais ce n'était pas rien. Une fille s'appelle Céline. Elle est assise à côté d'Amara. Un jour, Céline dit « Tu fais des erreurs de grammaire, c'est mignon, mais tu dois vraiment améliorer ton français avant de commencer ton master. » Amara a senti quelque chose se casser en elle. « Mon français est bon ?» a-t-elle dit doucement. « Oui, pour une étrangère » a répondu Céline, en souriant comme si elle était gentille. C'est à ce moment qu'Amara a compris. Elle n'était pas juste une étudiante, elle était une étrangère. C'était son identité, maintenant. Partie 3. Les murs invisibles. Amara a trouvé un petit studio, dans le 13e arrondissement. Il était minuscule et cher. Elle a dépensé son argent d'économie pour 3 mois de loyer. Elle a essayé de se faire des amis.
Elle invitait les filles de son master à prendre un café. Elle disait « peut-être », mais ne venait jamais. Elle allait à des événements de l'université. Elle restait seule, dans le coin, regardant les autres parler. Un jour, elle a vu un groupe de ses camarades aller au bar. Elle les a suivis. Elle a dit « Puis-je me joindre à vous ?» Elles ont dit oui, mais leurs yeux ont dit non. Elles ont continué à parler entre elles, à parler de choses que seules des Françaises connaissaient, à parler de leur famille à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à parler de leur week-end en Normandie. Amara a commandé une bière. Elle a regardé par la fenêtre. Et elle a pensé « Je ne suis pas la bienvenue ici. Je peux parler français, je peux marcher comme elle, mais je ne serai jamais elle. » Partie 4. Le froid. Novembre arrive. Le froid devient insupportable. Amara n'avait jamais connu un froid comme celui-ci. C'est un froid humide, gris. C'est un froid qui te suit partout. Tu mets 3 couches de vêtements et tu as encore froid. Tu marches à la station de métro et le froid te suit. Tu rentres à la maison et tu ne peux pas te réchauffer. Et la nuit, c'est pire. À 17h, c'est noir. À 18h, c'est noir. À 22h, c'est toujours noir. Amara regarde par sa fenêtre. Elle voit les gens dehors et tout le monde a l'air gris aussi. Triste, fermé. Elle appelle sa mère. « Maman, j'ai froid, j'ai tellement froid. » Sa mère dit « Ce n'est que le froid physique, tu vas t'y habituer. » Mais ce n'était pas juste le froid physique, c'était le froid émotionnel aussi. Partie 5. La fraude. Amara commence à parler moins en classe. Elle a réalisé quelque chose. Quand elle parle français, ce n'est pas vraiment elle. C'est une version d'elle-même qui parle lentement, qui prépare chaque phrase dans sa tête avant de la dire. Dans sa langue maternelle, elle est drôle, elle est spontanée. Elle raconte des histoires que les gens écoutent, vraiment écoutent. Elle utilise son accent naturel, sa cadence naturelle, son humour naturel. Mais en français, elle est plate, elle est ennuyeuse. Elle est une actrice qui joue le rôle d'une femme intelligente. Et personne ne croit à sa performance. Un jour, en cours, son professeur lui dit « Amara, pourquoi tu ne dis jamais rien ? Tu as des bonnes idées ? Parle davantage !» Et elle voudrait dire « Parce que quand je parle, personne ne m'écoute, parce que je suis une fraude, parce que je suis une étrangère qui joue les Françaises et tout le monde le sait. » Mais au lieu de ça, elle sourit et elle dit « Oui, d'accord, je vais essayer. »« Peut-être dans un an ?» dit Amara. 1 an. C'est long. C'est une vie entière quand vous avez le cœur qui manque quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Elle imagine sa mère en train de mettre la table pour le repas de famille. Elle imagine ses amis d'enfance qui se réunissent pour célébrer. Elle imagine sa chambre d'enfance, son lit, sa maison. Et elle est ici, seule, dans un studio froid et gris, en train de regarder les gens dehors qui ont quelque part où aller. C'est ce sentiment qui n'a pas de nom en français, ce manque, cette nostalgie profonde, cette douleur bittersweet d'aimer un endroit et des gens que vous ne pouvez pas toucher en ce moment. Partie 7. Le moment de rupture. Janvier. Amara a un projet de groupe pour son master. Elle est groupée avec 3 autres personnes, 2 Français et une Allemande. Le leader du groupe, c'est un garçon qui s'appelle Antoine. Il est beau, il est confiant, il parle vite. Ils se rencontrent pour planifier le projet. Antoine dit « Bien, nous devons créer une présentation pour un client fictif. C'est du marketing. C'est facile. » Amara a une idée. C'est une bonne idée. Elle l'a pensée pendant toute la nuit. C'est innovante. C'est créative. C'est exactement ce qu'une agence de marketing voudrait.
Elle l'explique, elle parle lentement, elle cherche les mots, mais l'idée est claire. Antoine la regarde. Il dit « Non, c'est trop compliqué. Et de toute façon, nous ne pouvons pas faire ça. » Et puis, il regarde l'Allemande. Il dit « Qu'est-ce que tu penses, Katia ?» Katia dit une idée. C'est similaire à l'idée d'Amara, mais elle le dit en anglais, mélangé avec du français. Et Antoine dit « Oui, c'est parfait. » Amara se rend compte en ce moment, ce n'est pas que son idée n'était pas bonne, c'est qu'elle vient d'elle, c'est qu'elle n'est pas française, c'est qu'elle n'a pas sa place ici. Elle ne dit rien pendant le reste de la réunion. Partie 8. La décision. Après la réunion, Amara rentre chez elle. Elle s'assied sur son lit et elle pense « Je ne peux pas continuer comme ça ». Elle va sur son ordinateur. Elle regarde les prix des billets d'avion. Elle regarde son compte bancaire. Elle a assez d'argent pour un billet. Ce serait tout son argent, mais elle pourrait partir. Elle pourrait rentrer chez elle. Elle pourrait oublier cette expérience stupide en France. Elle clique presque sur « Acheter », mais elle s'arrête. Elle pense à ses parents. Elle pense aux sacrifices qu'ils ont faits. Elle pense à ce qu'elle a promis. Et elle se dit quelque chose qu'elle ne s'était jamais dit avant. Je ne vais pas me battre pour leur approbation. Je vais me battre pour moi. Partie 9. L'action. Le jour suivant, Amara va voir son professeur. Elle lui dit « Je dois vous parler. Le projet de groupe ne fonctionne pas, et je pense qu'il y a un problème. » Son professeur dit « Quel problème ?» Amara respire profondément, et elle dit la vérité. Elle dit qu'Antoine a rejeté son idée, mais que Katia a donné une idée similaire et que c'était parfait. Elle dit qu'elle ne se sent pas respectée en tant que membre du groupe. Elle dit qu'elle pense que c'est parce qu'elle n'est pas française. Le professeur l'écoute. Il ne dit rien pendant un moment, puis il dit « Vous avez raison, c'est inacceptable. Nous allons réorganiser les groupes. Vous allez travailler avec une autre équipe. » Amara sort de son bureau. Elle tremble. Elle a peur d'avoir fait une erreur, mais elle a fait quelque chose d'important. Elle s'est défendue. Partie 10. Le nouveau groupe. Son nouveau groupe compte 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes. L'une des femmes s'appelle Leila. Elle vient du Liban. Un des hommes s'appelle James. Il vient du Canada français. Lors de leur première réunion, Leila dit « Écoutez, nous sommes tous étrangers ici, à part vous deux. » Elle regarde les 2 Français du groupe. « Et honnêtement, je suis très fatiguée d'essayer d'être française. Je vais juste être moi-même. Et si ça vous plaît pas, c'est OK. » Amara sourit pour la première fois en moi. James dit « Moi aussi, je suis canadien. Mon français a un accent. Et je m'en fous. C'est mon français. » Et puis, une des Françaises, Margot, dit quelque chose de surprenant. « Franchement, j'en ai marre aussi des Parisiens, qui font comme si la France est le centre du monde. J'aime travailler avec vous tous. Vous apportez des perspectives différentes. C'est mieux comme ça. » Amara partage son idée, celle qu'Antoine avait rejetée. Et cette fois, Leila dit « C'est brillante. C'est exactement ce qu'il faut. » Partie 11. Le projet. Ils travaillent ensemble pendant 4 semaines. C'est dur. Mais ce n'est pas dur parce qu'ils ne s'entendent pas, c'est dur parce qu'ils poussent les uns les autres à être meilleurs. Leila apporte sa perspective libanaise. James apporte sa perspective canadienne. Amara apporte sa perspective d'où elle vient. Et les 2 Françaises apportent leur perspective française. Et quand vous mélangez tout ça, quelque chose d'incroyable se produit. Le projet devient vraiment original, vraiment innovant. Ils présentent à la classe et leur présentation est meilleure que tous les autres projets. C'est clair, c'est créatif. C'est exactement ce qu'une vraie agence ferait. Le professeur dit « C'est extraordinaire, c'est du travail professionnel. Bravo à vous tous. » Et Amara regarde Leila et elle sourit. Partie 12. Après. Après le master,
Amara ne rentre pas chez elle. Une agence de marketing lui offre un stage, puis un contrat, puis un vrai travail. 2 ans plus tard, elle devient responsable d'un projet. Et sais-tu qui elle embauche dans son équipe? Leila, James et une nouvelle personne d'un pays différent. Elle construit une équipe de gens venus de partout, et ces gens créent de meilleures choses ensemble, qu'ils ne l'auraient jamais fait seuls. Amara appelle sa mère un dimanche. Sa mère dit « Quand reviens-tu » Et Amara dit « Maman, je suis revenue chez moi. J'ai réalisé que chez moi, ce n'est pas un lieu, c'est avec les personnes qui me voient vraiment. » Partie 13. Le froid. En France, elle l'a toujours. Novembre est toujours gris. Elle continue à avoir froid quand elle marche au métro. Mais maintenant, elle rentre chez elle. Son petit appartement à Paris. Et elle est bien. Parce que chez elle, il y a des gens qui l'attendent. Des gens qui l'aiment. Des gens qui ne sont pas français non plus. Ce sentiment de manque, ce vide que vous ne pouvez pas combler, il est toujours là. Elle appelle sa mère 1 fois par semaine. Elle regarde les photos de chez elle. Elle pense à ses amis d'enfance. Mais ce n'est plus un manque qui la paralyse. C'est un manque qui alimente son cœur. Elle sait d'où elle vient. Elle sait qui elle est. Et maintenant, elle sait aussi qui elle veut être. Et elle sait que c'est quelqu'un qui ne se tait pas. C'est quelqu'un qui se défend. C'est quelqu'un qui cherche les autres personnes qui ne rentrent pas dans les cases. C'est quelqu'un qui crée sa propre communauté. Cette histoire nous enseigne quelque chose de très important sur la solitude, l'appartenance et la force humaine. La première leçon, c'est ceci. La solitude d'être étrangère n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est aussi le moment où vous découvrez vraiment qui vous êtes, parce que vous ne pouvez plus compter sur le fait d'appartenir automatiquement à un groupe. Vous devez être vraiment vous, vraiment authentique. La deuxième leçon, c'est il y a un moment où vous devez arrêter de vous adapter et commencer à exiger le respect. Pas de façon agressive, mais de façon claire. Il y a un moment où vous devez dire « non, ce n'est pas acceptable ». Et quand vous faites ça, quelque chose change, parce que vous cessez d'être une victime. Vous devenez quelqu'un qui défend ses limites. La troisième leçon, c'est « les autres étrangers comprennent ». Et quand vous trouvez votre communauté, les gens qui ne rentrent pas non plus dans les cases, c'est là que la vraie magie se produit. C'est là que vous êtes vraiment vu, vraiment entendu. Et ensemble, vous créez quelque chose d'original que vous n'auriez jamais créé seul. Et la leçon finale, c'est « vous n'avez pas besoin de rester ». Mais si vous choisissez de rester, que ce soit votre choix. Pas un choix parce que vous avez peur d'échouer. Pas un choix parce que vous vous sentez obligé. Mais un choix actif pour construire quelque chose de nouveau. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo. Parce que cet acte dit « Je suis ici, je compte, ma vie compte ». Et vous le faites. Abonnez-vous à Français avec moi. Nous allons continuer à raconter les histoires que personne d'autre ne raconte. Les histoires des gens qui ne rentrent pas dans les cases, les gens qui sont loin de chez eux, les gens qui sont courageux. Et chaque semaine, nous allons vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Et c'est très important. Parlez-moi en commentaire. Êtes-vous étrangère en France ou loin de chez vous, ou dans le monde ?